15 km, Garlaban, Taoumé, Marcel Pagnol et surtout son copain Lili, qui était lui né natif du Garlaban. Merci. Des journées entières, sans jamais nous lasser, nous allions explorer. C'est là-bas, hein? Explorer crevasses, grottes et broussailles impénétrables, cueillir le pèbre d'ail dans les escraoupresses, la lavande du Taoumé, où nous goinfrer de figues, de prunelles et d'arbouzes. Lili me présenta ainsi au vieux jujubier de la Pondrane, aux 4 figuiers de Précatori, aux arbousiers de la Garette, au Garlaban, à la grotte du Taoumé. Et nous nous gavions et nous nous goinfrions de figues, de prunelles et d'arbouzes. Camus. Albert Camus. Albert Camus. Les discours de Stockholm devant le monde, tous les médias du monde, prix Nobel. Discours d'Albert Camus, donc voilà. 1,5 km, la mer, la Méditerranée, pour un prix Nobel de littérature devant le monde entier. Je dédie mon prix Nobel à Monsieur Germain. Vous inquiétez pas, si à un moment je ne peux plus parler, c'est que je suis trop ému, ça m'arrive. Je dédie mon prix Nobel à Monsieur Germain, mon instituteur, parce que sans lui, jamais je n'aurais eu mon prix Nobel. Les générations précédentes ont passé leur temps à essayer de changer le monde. Notre tâche, hélas, est plus importante encore. Il nous faut lutter pour éviter que le monde se défasse. On a l'impression que ça a été écrit aujourd'hui. Albert Camus. Adulte, enfant, on passe. Lourd de ses engagements et de son futur prix Nobel. Paris, Marseille, descendre vers la Méditerranée. Et j'entrais dans la mer et je lavais sur ma peau les images noires et grimaçantes qui avaient laissé le monde. Soudain, l'odeur de ma peau renaissait dans le jeu de mes muscles. Jamais, peut-être, je n'avais autant senti mon accord avec le monde, ma course accordée à celle du soleil. À cette heure, où la nuit débordait d'étoiles, mes gestes se dessinaient sur le grand visage muet du ciel, entraînant dans leur élan des gerbes d'écumes et d'étoiles mêlées. Ainsi, l'eau du ciel, battue par mes bras, et autour de moi, Marseille, comme un manteau de coquillages resplendissant. Camus encore. Il y a la beauté, il y a ma joie de vivre, il y a les humiliés. Quelle que soit la difficulté de l'entreprise, je ne veux être infidèle ni aux unes ni aux autres. Notre taf, c'est quoi? Notre taf, c'est que les enfants aient une joie de vivre qui leur permette, d'être joyeux et heureux quand ils seront adultes, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Et il n'y a que des enfants joyeux et heureux, que des Marcel Pagnol, que des Albert Camus, qui ont été joyeux dans leur corps et dans leur tête quand ils étaient enfants, qui sauveront l'humanité, qui éviteront que le monde se défasse, et sur le plan humain, et sur le plan, tout ce que vous voulez, planète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De la biblio, parce que la biblio, on l'aura toujours à la fin. Donc, on commence par la biblio. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Il n'y a que là-dedans qu'on a le temps de travailler vraiment. Les 2 essentiels. Je pèse mes mots. Les 2 essentiels. Jeux de pleine nature. Ça a 80 ans, les gars.
les dames, pardon. Ça a 80 ans. Séméa, le boustrophédon, pour ceux qui connaissent. Jeu de pleine nature. Si vous ne faites pas jouer les enfants, courir, crier, on va en parler, vous ne ferez pas du bon boulot. Jeu de nature, jeu de pleine nature, c'est en vente là-bas. Il y a leur site où c'est gratuit. Voilà, Séméa, c'est l'essentiel. Et le deuxième, je me la pète un peu, c'est mon bouquin. C'est Construis ta cabane aux éditions Milan. C'est mon bouquin le plus important. Construis ta cabane. Après, vous avez, rapidement bien sûr, un site, Le chemin des 5 pierres, d'Hervé Brugnot. Plein de trucs. Puis tu pianotes. C'est accès libre et j'y connais rien. Et il y a tout. Il y a toutes les petites activités géniales qu'on peut faire en classe dehors, en classe découverte, en centre aéré. Je dis, voilà, hein, on ne dit pas ça maintenant, mais ça ne fait rien. Vous me comprenez, en colo, en famille, partout. Voilà, c'est absolument génial. Mais encore, Marc Pouillette, artiste de nature, édition Plume de Carotte, et tout ce que fait Plume de Carotte. Merci Fred. Un ouvrage de réflexion qui a été pour moi, éducateur nature et berger, les deux, le livre le plus important depuis plusieurs années que j'ai lu cet hiver. C'est Attachement de Michel Stepanov. On va aborder le problème de l'usage du dehors et de la nature et de la politesse à avoir envers. Et Attachement est merveilleux pour ça. Alors, il faut aimer lire les gros livres, c'est un gros livre, mais alors franchement, pour moi maintenant, c'est ma référence en éducation nature. Je pèse mes mots. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais balayer en à peu près une demi-heure. Je m'adresse aux pros, hein. C'était voilà, aux gens qui sont au carton. Ah, mais moi, j'y connais rien. Non, pas les gens tous les gens qui sont avec des gamins et qui ont envie ou qui font d'être dehors. Voilà, je m'adresse à tous ces gens-là. Je vais balayer un certain nombre de verbes à donf. Vous allez vous barrer pendant 10 minutes, en parler. Curieusement, je vous le redirai à ce moment-là. Et puis après, on revient et on voit en détail l'argumentation scientifique, neuroscientifique, paléontologique, embryologique, philosophique et sciences de l'éducation aussi un peu quand même, mais surtout qui va vous permettre d'intégrer et de convaincre. Alors, courir, crier. Dans les 3 auteurs que j'ai bossés pour venir, non, dans les 2 auteurs que j'ai bossés, Camus, que je connaissais déjà, Pagnol, que j'ai relu, et Félix Leclerc, que je connaissais par cœur, Pieds nus dans l'aube, c'est délicieux. Courir, crier. Leclerc, le torrent courait et criait des mots incompréhensibles. Je courais et je criais plus fort que lui. Camus, pareil. Courir, crier. Avec les copains, on passait devant l'école comme on des fous. Et le but, c'était courir, crier, rattraper le copain, courir, crier, sauter dans l'eau, pas nager, mais patauger, et courir, nageoter et crier. Voilà. Ce sont 2 choses qui sont interdites par notre société. Et dramatiquement, vous ne le répétez pas, c'est le pire, par les écolos. Cours pas, tu vas abîmer les petites fleurs. Crie pas, tu vas déranger la faune. Hurle pas, courir, crier, sauter. Vous ne ferez jamais des enfants puissants. Rousseau, si vous voulez en faire des sages, faites-en des polissons. Vous n'en ferez jamais des sages si vous n'en faites pas d'abord des polissons. Courir, crier, jeu de nature. Courir, crier, jeu de nature. Et maintenant, il y a l'argumentation neuroscientifique extraordinaire.
L'idée, c'est quoi? Pouvoir dégoupiller, pouvoir lâcher son fou, comme ils disent les Québécois, le droit à lâcher son fauve, et pour vous, le devoir de lâcher les fauves. Pas tout le temps. Mais quand vous avez lâché les fauves, là, quand vous vous êtes lâché, eh bien, vous êtes beaucoup plus attentif à mon baratin. Vous ne croyez pas que j'ai fait ça pour vous amuser, c'est de la pure stratégie. Vous vous êtes défoulé, maintenant vous allez m'écouter. Sinon, vous n'aurez qu'une idée, c'est de sortir. C'est le syndrome de la cocotte minute. Si vous mettez les gens complètement dans la cocotte minute, et les enfants en particulier, bien, à un moment donné, ils font exploser la cocotte minute. Voilà. Et ils ne peuvent plus être. Quelles sont nos 2 cocottes minutes? On a 2 cocottes minutes, c'est les murs, et c'est la société. Voilà. Les murs qui nous interdisent. T'as essayé de courir, toi, dans un bureau? Oh, n'est pas évident, hein? Vas-y, voilà, pas de problème. T'as essayé de courir quand t'es un gamin et puis que tu vas embêter les voisins et crier surtout. Voilà. Crier, c'est le premier geste avec mordre, c'est le premier geste, le geste de crier, c'est un geste, hein, c'est un geste, il a 400 millions d'années, enfin entre 300 et 400, hein, on ne va pas pinailler sur la centaine de millions d'années, il a entre 300 et 400 millions d'années. Le plus important, et qu'est-ce qui fait un gaminote quand il sort du ventre de maman? Eh bien, il crie, et on n'a plus le droit de faire. On a un seul droit, qui n'est pas un droit, c'est de crier sur quelqu'un, et on se fait engueuler parce que c'est pas bien, et ce qui est vrai d'ailleurs. Et puis dans les stades de foot, c'est pas la meilleure façon de crier peut-être. Courir, crier, dégoupiller. Imaginez un bouton d'églantine, ou de rose si vous préférez, juste au moment, pourquoi je l'ai dans les mains, j'en ai rien à foutre, juste au moment où il va sortir du bouton, vous savez, vous avez toutes les petits pétales là qui sont encore un petit peu recroquevillés, mais qui demandent qu'à une seule chose, et les étamines et les pistils et tous ceux qui savent ça, c'est à se déployer, c'est à s'épanouir. Ah tiens, s'épanouir, c'est de la botanique, mais c'est aussi l'article 26 de la Déclaration des droits universels des droits humains. Article 26, tous les êtres humains ont droit à l'éducation, quel que soit leur âge. L'éducation consiste dans le plein épanouissement de la personnalité humaine et le respect du devoir d'adelphité, de sororité et de fraternité. Vous prenez ce petit bouton, cette petite rose, cette petite églantine qui est prête à se déployer, qui est prête à s'épanouir, et vous prenez, vous piquez au technicien ici, là, un peu de gaffeur, vous savez, le gros scotch comme ça, le scotch professionnel, et vous entourez votre bouton de rose. 2 solutions. Ou il crève, pas forcément physiquement, il peut survivre, mais il ne va jamais s'épanouir. C'est la première chose qu'on propose aux enfants. On leur fout du scotch tout autour, on les incarcère dans des prisons, la prison des murs. En plus, maintenant, vous connaissez le garrotage, le garrot au sens strict, hein, c'était prendre la tête du condamné, du torturé, et de l'enfermer dans un carcan de bois. Hein, voilà. Et donc le deuxième truc, maintenant, c'est 21e siècle, ça vient de sortir, c'est encastrer dans un écran. Donc incarcéré et encastré. Ils ne peuvent pas s'épanouir. La seule solution, c'est ou de se laisser crever, de laisser crever leur joie de vivre, qu'ils ne retrouveront plus jamais, ou alors c'est de faire péter le scotch et péter le gaffeur. Et quand on sait ce que c'est que du gaffeur, pour le faire péter, il faut de l'énergie. Donc ça explose. Et la société râle parce que c'est devenu des délinquants. Il n'y a pas que ça. Mais déjà, si tous les graines de délinquants, les graines de crapules, comme disait notre père Fernand de Ligny, si toutes les graines de crapules pouvaient déjà exploser dehors, il y aurait certainement une grande partie de la délinquance, pas toute, il ne faut pas déconner non plus, il ne faut pas se prendre pour des dieux, mais il y aurait une grande partie de la délinquance. Donc, courir, crier, dégoupiller. Toujours à 1,5 km.
L'ascidie, vous ne connaissez pas l'ascidie, A-S-C-I-D-I-E. C'est une petite bête, un urocordé. Prends ça, Mathieu. Paf. C'est un urocordé. Il a un tout petit cerveau, mais il a un petit cerveau quand il est jeune. Et le boulot de la petite ascidie, c'est de trouver son paradis. Donc elle se déplace. Il y a un mouvement ondulatoire comme ça qui est géré par ce cerveau. Et puis à un moment donné, elle trouve son paradis. Son paradis, c'est le rocher parfait. Alors je ne vais pas vous le décrire, tous les paramètres écologiques extrêmement précis, pH, tout ça. Elle trouve son paradis. Elle se pose, elle s'accroche sur ce petit rocher. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tu le sais ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait, la petite ascidie? Au sens réel du terme, au sens prof de sciences nat réel du terme, elle bouffe son cerveau. Elle bouffe son cerveau. Elle digère et elle métabolise ses neurones. Pas de mouvement, pas d'esprit. Pas de mouvement, pas d'esprit. Le roi Gourand a dit magnifiquement, il y a déjà, lui aussi 80 ans, c'est le cerveau qui suit le mouvement. Le cerveau suit le mouvement. Et je me permets, parce que je me la pète, parce que j'avais inventé le truc avant de le redécouvrir chez le roi Gourand, le cerveau suit le mouvement, donc je me permets de rajouter, parce que les neuroscientifiques l'ont maintenant démontré, c'est le geste qui construit la pensée. Le cerveau suit le mouvement, c'est le geste qui construit la pensée. Donc tout ce qui est apprentissage cul sur chaise ne peut être riche pour l'enfant que s'il accompagne, s'il précède, s'il suit du corporel. Et c'est dans le mouvement, alors je n'ai pas le temps de trop développer, c'est dans le mouvement et c'est dans le geste que se construisent les neurones et la pensée. On a du boulot. Hein. 3. L'exploration en étoile. Voilà, je m'adresse vraiment aux professionnels de la classe dehors, etc. Ça a été démontré chez les petits chimpanzés. Le petit chimpanzé, il est sorti du ventre de sa maman, mais il est toujours quasiment dans le ventre de sa maman, il est dans la fourrure de sa maman, dans les bras de la maman, et puis dès qu'il peut, il tète, parce que c'est bon, le lait, c'est délicieux. Et puis, de temps en temps, il bouge un petit peu, et la maman chimpanzé, elle ouvre un peu les bras. Et brrr, il s'en va là. Et puis très vite, il revient dans les bras de maman. Et puis là, il sort là. Et puis de plus en plus loin, de plus en plus loin. C'est l'exploration en étoile. J'y vais, aventure, je reviens dans les bras de maman. Je vais à l'aventure, je reviens dans les bras de maman. Et Boris Cyrulnik, magnifique, a dit « L'éducation, c'est nouer ensemble, alternativement, la ficelle de la sécurité et la ficelle de l'aventure. » On sait tous que les enfants insécures, les enfants sans sécurité ont des grandes difficultés à devenir adultes. Il y a des psychologues portugais qui ont eu une drôle d'idée, ils sont allés voir les enfants sursécures. Et ils les ont suivis sur 20 ans, les enfants surprotégés. À peu près autant de difficultés à devenir un adulte épanoui en étant sursécure. Et ce qu'on oublie un petit peu quand on fait l'école dehors ou autre, c'est ce besoin du ventre maternel que nous avons tous besoin jusqu'à notre dernier sourire. On a besoin de l'alternance. Plus on va à l'aventure loin, y compris l'aventure intellectuelle, plus on a besoin de retour au ventre maternel ou de retour au nid. Ça fait quand même que 65 millions d'années qu'on démarre notre vie dans un ventre maternel, que tous les mammifères placentaires, pas les autres, démarrent, les kangourous c'est entre les deux, dans un ventre maternel. Nous avons un besoin perpétuel de retour au ventre maternel. Du rond, du doux, du chaud, du bercement, du rythme, du bercement, je vous raconterai pourquoi si on a le temps ou si l'on s'intéresse, du massage et du délicieux. Et du délicieux. Voilà, donner le sein, c'est quelque chose quand même. Voilà, et du délicieux. Nous avons besoin de ce retour perpétuel entre cette alternance entre sécurité et aventure. Vous qui partez, nous qui partons avec des gamins dehors et qui sommes, nous, en sécurité dehors. Il faut toujours penser à l'autre ou au public en situation de handicap
ou aux adultes urbains qui vont avoir besoin. Alors, la première figure, effectivement, figure d'attachement secondaire, ça va être vous, la personne, l'adulte ou l'encadrant, si on peut dire. Mais il y a aussi besoin pour le pique-nique de midi, pour la pause du soir, pour quand il pleut un petit peu. Voilà, du rond, du doux, du tiède, du sec, et puis du bercement. Pourquoi est-ce qu'on a chanté une comptine? C'était pour se dynamiser, mais c'est aussi parce qu'on a besoin du rythme. Extrêmement émouvant. Les bébés, les jeunes enfants, les agneaux, les brebis répondent aux mêmes comptines. Dès qu'il y a bercement, chez les Todjou, Stepanov, encore lui, Stepanov s'est aperçu que les comptines étaient les mêmes pour leurs enfants et pour la maman qui avait des difficultés, la maman chèvre qui avait de la difficulté à adopter son petit, et pour le petit. Voilà, on a besoin de ce bercement et du massage. Rapidement, c'est le cœur. Ouais, je m'éloigne, il faut que je fasse gaffe. Le cœur, la respiration, le bercement en vibration de la voix, hein, voilà, et le massage péristaltique, le massage du bol alimentaire qui descend. Voilà. La plus grande ajustice du monde, c'est le ventre dans lequel on est. Ajustice fondamentale. Voilà. Ventre paisible et serein ou ventre souffrant. Eh bien, c'est pas. Mais ce qui est extraordinaire, dans toutes les. Voilà, je m'éloigne, mais tant pis. Dans toutes les structures d'enfants en situation de handicap ou d'adultes en situation de handicap psychique, vous avez des balançoires. Bercement. Quelles que soient les difficultés qu'on a eues dans le ventre de la maman, il y a toujours le besoin de retour au ventre maternel et au bercement. On est qu'à 3, merde, je me dépêche. Et où est-ce que je l'ai? Mécanique. Sinon je vais faire de tête, tant pis. Pas vrai. Quelle misère. Ah, voilà. Je vais la garder à la main quand même. Depuis 220 millions d'années, nous sommes des mammifères. Renard. Il se lève matin ou soir, ça dépend. Il part en quête. J'ai des observations très précises par rapport à ça. Poum, 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 il trottine. Il ne marche pas, lui, il trottine. Dans un espace vaste, sur le pâturage de Besse, par exemple. Il trottine. Tout d'un coup, je le vois s'arrêter. Hyper tendu, le dos qui fait comme ça. La queue, hop, avec les petits pompons blonds là-bas. Pas de velours comme un chat. Et tout d'un coup, explosion. Tu as un renard, mon œil ne réussit pas à suivre. Tu as un renard, le pompon blanc est en haut, qui tombe par terre, ça bidouille, et puis il repart généralement, puis de temps en temps il s'arrête. C'est qu'il a raté ou qu'il a chopé un campagnol. Nous fonctionnons sur 2 espaces et 2 temps. Sur un espace-temps mammifère avec du focalisé. Le renard, il est dans les 20 cm² où il y a le petit mulot. Il est entièrement là-dedans. Et il est entièrement focalisé, tous les sens et tous les muscles et toute la tétougne sur ces 20 cm² pendant 40 secondes. Et puis après, dans l'espace vaste du pâturage ou de la forêt, il repart tranquille, sans souci. Et il tricote tranquillement, comme on marche tranquillement. Oui, c'est un bercement que j'ai oublié, c'est le bercement de la marche de la mer, qui est une des importances de la marche, mais ça c'est pour demain. Il marche. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire sauter complètement dans la société extrême occidentale, et pour les gamins, et pour les adultes, pour tout le monde, sans distinction. Il y a quelques paysans, quelques bergers, comme moi, qui réussissent à échapper un peu à ça. On n'est que dans du focalisé. On n'est que dans du focalisé. On n'a plus d'espace vaste, absolument nécessaire, y compris sur le plan sensoriel. Ça a été démontré par les neuroscientifiques. On a besoin que, l'œil, 2, l'attention, puisse se promener. Et si on veut se concentrer,
on ne peut se concentrer efficacement que si on peut se déconcentrer et se reconcentrer. Voilà. Une salle de classe est un flipper. Un bureau est un flipper. Tout rebondit et tu le reprends dans la gueule. Les pixels, les bruits, tout. Tu reprends tout dans la gueule. Et le pire, c'est l'hypoactivité hyper stimulée. Les braves gens, et je les respecte, qui croient que pour sortir d'un burn-out, c'est être affalé dans le canapé devant un écran. C'est pas possible. Ils focalisent complètement les sens sur des pixels que nous ne connaissons pas, que l'animal humain ne connaît que depuis quelques dizaines d'années, avec le corps en inactivité. Non, pour sortir du burn-out, pour sortir de ce problème de l'hyperfocalisation, il faut que le corps soit en action, mais calmement, bercement, et de préférence en espace vaste. Conclusion, c'est la marche ou le tricot, les deux, ou la vannerie, ou etc., etc. Des gestes lents, calmes, bon, mais on y reviendra. Voilà, donc avec espace-temps mammifère et les deux profondeurs de champ pour l'action, profondeur de champ spatiale, profondeur de champ temporelle. Revisiter Maslow et la synaptogénèse. Maslow, génial, je m'en sers, j'ai ça dans la tête tout le temps, y compris maintenant d'ailleurs. Sauf que Maslow, c'était un cul sur chaise. Il recevait ses patients assis ou pire, allongés. Vous imaginez dans les hôpitaux comment on désigne les gens qui sont en souffrance comme des patients? Tu te couches, et combien on évalue un hôpital? Au nombre de lits. On n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. Donc, obligation absolue. Il ne faut pas tout lire parce que c'est un paragraphe sur 1000 pages. Mais Jean-Didier Vincent, besoin de comportement. Besoin de comportement. Pourquoi est-ce que l'animal en cage, y compris domestique, tourne en rond? Pourquoi le loup, le lion en cage, tourner comme un lion en cage? Il a à bouffer, il a des petites copines, il a tout ce qu'il lui faut. Tu prends tout Maslow, il a tout ce qu'il lui faut pour Maslow. Besoin de comportement. Il ne peut pas bouger. Besoin de curiosité active. Eh bien, il tourne en rond. Alors, ce n'est pas très productif. Voilà. Besoin de comportement. On revient à bouger, crier, et la curiosité active. Ça va bien trop loin, mais on pourra en parler. Curiosité active. Deuxième chose encore plus intéressante. Et les mecs, ils sont intéressés et au début de la vie et à la fin de la vie. Même batterie de test, certainement adaptée, hein, avec des jeunes enfants et avec des vieillards. Et ils ont essayé de voir les facteurs de l'intelligence au sens large. Les facteurs de la synaptogénèse, c'est le nombre de connexions qu'on a dans le cerveau. Hein, voilà, le nombre de connexions qu'on a dans le cerveau, pour faire simple. Alors, ils faisaient à la fois de l'IRM, je ne sais pas quoi, là, pour calculer justement le nombre de connexions que les gens avaient dans leur cerveau. Et ils observaient. Ils sont arrivés, ils disent les 6 moteurs. Moi, je dis non. Je dis il y a 5 moteurs de la synaptogénèse. Et donc, les adultes au milieu, il y a pas mal de chances qu'on soit aussi concernés. Et un booster. La fusée synaptogénèse, elle a besoin d'un booster pour décoller. Le booster pour décoller, c'est l'enthousiasme. Vous prenez joie de vivre, vous êtes vraiment pas loin. Et les deux, la joie de vivre de l'enfant, mais qui dans toutes nos situations d'attachement secondaire, vont d'abord passer par l'enthousiasme, par la joie de vivre de l'adulte. Si vous faites la gueule à la vie, vous changez de métier, vous ne faites pas de l'éducation. Un enseignant qui ne sourit pas, il arrête de casser du gamin, il va faire autre chose. Vous êtes plutôt d'accord, apparemment. Donc, et après, ce qui est intéressant, alors, il n'y a pas d'ordre. Hein, voilà. Moi, j'ai une astuce, je me rappelle, c'est AACRE. Action corporelle, affection, curiosité,
réflexion et, j'adore, et effort et victoire. Moi, j'associe la notion d'effort à la notion de victoire. C'est quoi l'effort? C'est la volonté tendue dans la durée vers une victoire. Acre. D'abord, enthousiasme, joie de vivre, de l'enseignante, etc. Après, action corporelle, affection, curiosité active, réflexion et effort. Qu'est-ce qu'on demande aux profs et aux enseignants dans l'éducation nationale? De s'occuper de 1/6 du sujet. C'est un peu dommage qu'un système éducatif ne s'occupe que de 1/6 de l'intelligence des gens, des personnes humaines jeunes qu'elle prend en compte. Notre taf, c'est de prendre à acre, de prendre tous les trucs. Hop, j'invite. Alors, ça, Stepanov encore qui m'a aidé à le comprendre. Mais vraiment, Stepanov, c'est formidable, attachement. Bon, voilà comment je le résume. C'était délicieux, mais non merci, plus ce serait abusé. C'était délicieux, mais non merci, plus ce serait abusé. Nous sommes tous, c'est Stepanov qui le dit, des prédateurs empathiques. Les humains, et ça c'est une caractéristique de l'humain, nous sommes tous des prédateurs empathiques. Si on ne prédate pas, si on ne bouffe pas, si on ne tue pas, le problème maintenant c'est que c'est par personne interposée, donc c'est vachement facile. Si on ne tue pas, si on ne coupe pas du végétal, on ne va pas pouvoir manger, on ne va pas pouvoir se protéger, etc., etc., etc. Donc on est bien des prédateurs. Il n'y a pas que Total, il y a chacun d'entre nous, parce que Total c'est nous en fait, qu'on le veuille ou non. Mais on est empathique, c'est-à-dire pour tout un tas de raisons que Stepanov, Charles, je ne sais pas Michel, je me suis trompé, que Charles explique, on est empathique. Si on est devenu humain, c'est parce qu'on avait de l'empathie avec les non-humains. Le premier non-humain étant le bébé. Le bébé, ça ne cause pas, ça ne comprend pas les animaux apprivoisés. Toutes les populations de chasseurs-cueilleurs ont des animaux apprivoisés. Voilà. On a une empathie pour le non-humain. Et si je veux chasser le tigre ou le renne, il faut que j'ai de l'empathie pour le comprendre, mais là ça nous amène au pistage, c'est trop long, pour le comprendre, pour pouvoir le chasser. Mais une fois que j'ai tué mon renne, soit je lui dis merci à lui, soit je dis merci au maître des rennes, etc., etc., etc. Et surtout, je n'abuse pas. Alors là, Derzu Zala, prendre plus que ce dont j'ai besoin, c'est péché. Il n'est pas chrétien, hein, mais prendre plus dans la nature. Voilà. À un moment donné, les collègues d'Arseniev, ils ont des otaries magnifiques à flinguer, ils tendent le fusil. Le Derzu, le petit chasseur gold, haut comme ça, les engueule, mais comme c'est pas possible, Arseniev ne comprend pas. Et il dit, mais t'as pas vu, ils vont les tuer, mais on ne peut pas. Ils sont au milieu de l'océan, ils vont crever là-bas et on ne pourra pas les bouffer. Il est fou, c'est péché. Et il dit, c'est péché, c'est péché, c'est péché. Alors, astuce pour les adultes, pour moi, animisme poétique. Je fais comme si, lisez Le rire de la grenouille de Gougo, qui le dit très très bien à sa façon. Voilà, je prends, tout en étant conscient scientifiquement et rationnellement que ça n'est pas vrai, poétiquement, je suis animiste poétique. Voilà. Et donc, je vais prélever et je vais le faire avec délicatesse. C'est délicieux et je mange, mais plus, ce serait abusé quand on est chez les copains ou au restaurant. Merci, c'était délicieux, mais plus, ça serait abusé. Et avec les gamins, c'est trouver une façon rigolote ou autre, de dire, bon, ça y est, t'as écrabouillé 3 limaces, ça fait du bien, et il faut le laisser écraser. Puis au bout de la 3e, ça va, peut-être que, voilà, puis si les copains, ils ont envie de voir un peu une petite limace, ben peut-être qu'il faut arrêter un peu de toutes les écrabouiller. Il faut le faire de façon très simplement, il ne faut surtout pas faire sur le plan de l'animisme, parce qu'eux, ils vont le prendre au premier degré. Mais il faut être dans cette dynamique-là. Et c'est cette seule dynamique qui va permettre d'aimer.
Voilà. Tu vas abîmer la planète. Catastrophe. Ils en crèvent, les gosses, partout, à l'école, dans les médias, sur les écrans. Tu vas abîmer la planète, touche pas, fais pas, etc. Ça s'appelle, vous connaissez l'amour platonique? C'est génial, l'amour platonique. C'est quoi? On est à 2,50 m et on se regarde. Je t'aime, moi aussi, je t'aime. Mais on ne se touche pas. Même on ne s'approche pas. Mais déjà sur le plan purement génétique, il me semble, hein, monsieur le professeur, que ce n'est pas très rentable. Hein, voilà. Mais sur le plan affectif aussi, je ne suis pas sûr que ça dure très très longtemps. Il faut peut-être un peu se toucher, il faut peut-être un peu se prendre dans les bras. Et plus si affinité, mais ça ne me regarde pas. Avec la nature, c'est pareil. Vous ferez que des écolos agressifs si vous leur dites « touche pas ». Il faut qu'ils touchent. On est des prédateurs. On a besoin de prédater. On a besoin de prélever. On a besoin de crier. On a besoin de détruire. On a besoin, mais avec délicatesse. Sans, c'est le mot grec, sans hubris, sans démonstration affolée. Après, ah oui, une histoire de l'incarcération scolaire. Ma petite fille passe de moyenne section en grande section. Au bout de 2 jours, ou 3, peut-être que j'exagère avec 2, on va dire 3 jours pour être sûr qu'on est dans la réalité. C'est pas bien l'école maintenant. Elle était à fond sur la crèche, elle était à fond sur l'école. Elle arrive en moyenne section, elle change d'instit. C'est pas bien l'école maintenant. Alors, de tête, c'est pas bien l'école maintenant. On est assis tout le temps. On parle jamais tout le temps. Faut être sage tout le temps. Et j'en oublie un 4e, voilà. Hein. Et il faut pas se lever tout le temps, voilà. Hein. Eh bien, elle n'a rien inventé, notre petit Axel. Moins 4000 ans. Babylone. Moins 4000 ans. La première école que l'on connaisse au monde. École de scribes de Babylone, moins 4000 ans. Tu ne te lèveras pas, sinon tu seras battu. Tu n'iras pas boire un coup, sinon tu seras battu. Tu ne parles pas avec ton voisin, sinon tu seras battu, etc., etc., etc. Donc, l'école actuelle, il y a l'école moderne, c'est une connerie, l'école actuelle n'a rien inventé. Mais on a du taf. Mais vous inquiétez pas, il y a toute une histoire de la lutte, hein, de Chuang Tzu à freiner en passant par Rousseau, Pestalozzi, etc. Il y a des gens qui ont bataillé. Un très très beau bouquin, les 15 plus grands pédagogues, je ne me rappelle plus si c'est de langue française ou du monde, mais je crois que c'est du monde, hein, enquête d'une coordination par un Belge, M. Houssaye, et il sélectionne les 15 pédagogues. Moi j'ai compté. Sur les 15 pédagogues qui ont marqué l'histoire de la pédagogie, le plus, donc ils l'ont fait par voilà, en sondage, je ne sais pas quoi. Il y en a 13 qui sont des pédagogues du dehors. Donc, les plus grands nombres, c'est les pédagogues du dehors. Mais l'institution, elle est peut-être un peu plus puissante. Donc, à la fois, on a du taf, mais on a des prédécesseurs. Voilà. Et en 10, l'armature théorique de tout ce que je viens vous dire, malheureusement, elle n'est pas écrite, mais s'il y a des gens que ça intéresse de l'écrire, j'y arrive pas parce que j'ai pas le temps, et puis que j'ai des problèmes avec Internet, mais si vous avez dans vos connaissances quelqu'un d'assez maso pour travailler avec Louis et signer un bouquin, et y passer du temps, avec comme seule récompense de co-signer avec moi le bouquin, si vous trouvez voilà, des gens qui sont déjà dans l'écriture, je suis preneur. Maintenant, hop, je vais relire très très vite les 9 trucs, sauf le dernier. Vous partez. Alors, on ne part pas avec des copains, des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, on perd du temps. On perd du temps à se connaître en même temps. Donc, allez plutôt avec la copine, les copains, etc. Des groupes de 2, 3, 4. Courir, crier, lâcher son fauve.
Lassie dit, le cerveau suit le mouvement, le geste construit la pensée. Exploration en étoile, retour au ventre de la maman, aventure et sécurité. Les deux profondeurs de champ, mammifères, spatiales et chronologiques. Revisiter Maslow et la synaptogénèse, besoin de comportement, et les 5 moteurs plus 1. C'était délicieux, mais plus ça serait abusé. La politesse. Tu vas abîmer la planète. Une histoire de l'incarcération sociale, scolaire. Il est... Ouais, on est bon. On est bon. On a jusqu'à moins le quart. Et apparemment, on peut, il y a quelque chose d'autre à moins le quart, donc on se casse d'ici à moins le quart. Mais s'il y a des gens qui veulent un peu continuer dehors, on peut. Donc, vous avez 10 minutes pour sortir et marcher. C'est une injonction, une propimposition, dirait notre ami Tozzi, une propimposition. Vous avez 10 minutes et au quart à peu près, vous revenez en étant d'accord sur celle des 9 que vous avez envie que j'approfondisse avec vous. Voilà. Et puis on va essayer de se démerder à faire au mieux. Mais vous bougez, vous marchez et vous revenez dans 10 minutes. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous mettre avec des gens que vous ne connaissez pas, mais ça peut être intéressant d'être avec des gens qu'on connaît parce qu'on ne perd pas de temps à se connaître, se présenter. À tout de suite. Donc l'idée là, c'est d'essayer de vous donner des billes de l'argumentaire ou bien de la précision sur ce que je viens de dire. À toi. Eh bien, du coup, j'aimerais bien que vous puissiez développer le AACRE. Et on s'est mis assez d'accord sur ce travail en mouvement. Comment ? Le travail en mouvement. Le travail en mouvement, ouais. Alors comment te dire Enfin, le AACRE, comme vous l'aviez expliqué. Voilà. Enfin, dans le AACRE, c'est un des éléments, mais c'est un élément très très important, c'est l'action corporelle. Voilà. Et sinon, c'est ces deux phrases. Donc, le cerveau suit le mouvement et le geste construit la pensée. Donc, c'est très très argumenté maintenant et sur le plan neuroscientifique, puisque la pensée fonctionne comme un geste et surtout, la pensée et les circuits neuronaux fonctionnent comme une randonnée. Les circuits neuronaux fonctionnent comme une randonnée avec des circuits, avec des carrefours, avec des connexions le long de ces chemins et sentiers, avec les neurones, enfin l'information qui fait des allers-retours qui reprend l'autre chemin pour essayer. Ça a été vu avec les rats aussi, en suivant... Voilà. Le mot... Alors, le mot cheminement intellectuel n'est pas qu'une métaphore, n'est pas une métaphore, c'est une réalité neuronale, neuroscientifique. Et alors, dans ce cas-là, tu me lances là-dessus. Tous les mots, et j'ai cherché, viennent au départ du mot capturer ou marcher. Comprendre, prendre avec soi. Apprendre, prendre avec. En Béarnais, on a une phrase importante pour dire tu as compris. Casare captat. Est-ce que tu as capturé ou est-ce que tu as capté ma pensée? Casare captat. Parce que bon, on répète un peu le A. Capturer. Saisir. Tu as saisi? Qu'est-ce que c'est saisir? C'est un geste. Voilà. Tous les mots de la pensée. Concept. Concept, ça vient de capturer. Alors j'en oublie. J'ai fait toute la liste. Il n'y a que le mot idée qui échappe parce que c'est image. Tout le reste, c'est des gestes. Des gestes corporels, mais en fait qu'on fait dans la tétougne. Et les Rizzolatti, les neurones miroirs, c'est ça. Les mecs, ils ont un singe avec des capteurs partout pour voir à quoi ils pensent. Et tout d'un coup, ils s'arrêtent, ils font la pause. Et je crois qu'il y a sandwich et jus d'orange. Et au moment... Alors heureusement, ils n'ont pas éteint les écrans.
Et il y a un des chercheurs, je ne sais pas si Résolati ou autre, il y a un des chercheurs qui a l'écran avec la pensée du singe. Et pour faire simple, il prend son jus d'orange, il fait le geste de prendre son jus d'orange, et il voit le singe à côté qui ne bouge pas, mais dont le cerveau prend le jus d'orange et boit le jus d'orange. Voilà. Et c'est là qu'il se rend compte qu'effectivement, les gestes, on les fait dans la tête. Et après, tout le travail, en particulier, qui découle de là chez les grands sportifs, hein, c'est les descendeurs en ski, ça commence avec les descendeurs en ski, etc., c'est qu'effectivement, ils refont la descente, ils l'ont faite physiquement, il faut l'avoir faite physiquement soi-même, et ils la refont dans leur tête, et ça fonctionne presque pareil. Ce qui fait que, ah oui, mais tu racontes tout ça, alors les handicapés, qu'est-ce qu'ils font s'ils le font dans leur tête? Une grande amie a eu une maladie dramatique. C'était une marcheuse, c'était une chercheuse et marcheuse. Et elle a passé plusieurs mois allongée. Et on en parlait, elle me dit, mais Louis, tu ne sais pas ce qui m'a sauvé sur mon lit d'hôpital? C'est que je continuais à marcher dans ma tête. À marcher. Voilà. Donc, la pensée, le mouvement et le geste construisent la pensée. On croyait, y compris les premiers neuroscientifiques, croyaient que c'était la pensée qui avait dirigé libération de la main et le cerveau qui avait grossi qui a permis le geste. Non, c'est le geste qui a permis la pensée. Voilà. Et pourquoi on est devenu homme? Pour deux raisons qui sont deux raisons corporelles et absolument pas cognitives. Homo erectus, 2 millions d'années, c'est le premier qui a une posture quasiment définitive de marcheur. Et les biomécaniciens, les neurobiomécaniciens, s'aperçoivent qu'il n'y a rien de plus difficile dans le monde animal que la marche bipède. On ne s'en rend pas compte parce que c'est intégré, et justement parce que c'est intégré dans le cerveau. Marcher à quatre pattes, c'est pas difficile. La preuve, les gamins, dès qu'ils peuvent se redresser, ils marchent à quatre pattes. Après, pour marcher debout, qu'une bourdelle, comme on dit chez nous. Hein, quel effort, parce que c'est extrêmement compliqué. Et après, la deuxième chose, on oublie, on dit pouce opposable, les singes et les humains. Non. Les singes, ils ont le pouce opposable à la main. Va enfiler une aiguille et va jouer de la flûte avec une main opposable à un pouce. Et ça a été démontré là par les paléontologues au sens strict, au niveau clac, clac, clac. Homo erectus, l'homme, on est fini. Hein, sur le plan de l'évolution biologique, Homo erectus, il y a 2 millions d'années, c'est un humain. Il y a quelques petits trucs, hein, mais c'est le pouce opposable à chaque doigt indépendant. Et c'est ça qui va nous rendre intelligents. La marche, alors après je ne peux pas développer, c'est très très long, la marche et le geste. Voilà. Et en particulier le geste, la dextérité du geste qui va nous rendre intelligents. Et puis effectivement, on est l'animal qui avons poussé le plus loin le geste premier dont on parlait, qui est le geste de crier et de mordre. C'est pas le geste de mordre en fait, hein, c'est le geste de dilacérer ou de morceler avec les dents et la langue. Les dents et la langue, hein, voilà, qui vont permettre de broyer, de mettre en petits morceaux qu'on va pouvoir avaler. Ça a 350, allez, on arrondit, 350 millions d'années, et crier. Et c'est ce geste-là qu'on va travailler, qui va devenir le geste articulatoire, avec une complexité biomécanique telle que, au moins il y a 20 ans, parce que je l'ai lu il y a 20 ans et avec certitude, les orthophonistes scientifiques ne comprenaient toujours pas la complexité des cordes vocales sur le plan mécanique. Voilà, donc c'est un geste extrêmement élaboré qui va nous permettre de faire une très grande série de phonèmes et surtout d'enchaîner ces phonèmes et de passer à ce qu'on appelle la double articulation qui, après l'articulation musculaire, va déboucher sur de l'articulation sémantique.
On met les phonèmes ensemble, ça fait des mots. Selon la façon de dire, ça fait des mots. Et la double articulation, on met les mots ensemble et ça fait des phrases. Et là, effectivement, l'intelligence bondit. Mais elle bondit à partir du geste articulatoire et du cri. Et du cri. Donc c'est bien le geste, les deux gestes, la chaîne opératoire, des gestes de la main, des mouvements des jambes, du geste de la main et du geste articulatoire qui nous donne cette longueur d'avance extraordinaire et qui n'est pas rattrapable dans le cadre de la vie de l'humanité par les animaux, y compris les primates les plus développés. On a pris une longueur d'avance. Ce n'est qu'une longueur d'avance. Hein. C'est pas qu'on est mieux, c'est pas qu'on est plus excellent, mais on a une longueur d'avance qui est irremplaçable. Mais elle démarre avec le corporel, avec le geste, pas avec l'intello. L'intello, ça vient complètement après. Une autre, pour ça, vous avez, alors ça date, mais c'est passionnant, si ce que je viens de vous dire vous a intéressé. Vous avez Le geste et la parole de Leroi-Gourhan. Le premier tome du geste et la parole de Leroi-Gourhan. Ça date des années 50, mais c'était un mec fabuleux. Et il explique tout ça, vous allez voir. Mince. Voilà, c'est la partie avant qui va construire l'humanité petit à petit. La partie avant du corps. En séparant la partie mouvement, qui va être dédiée uniquement, mais pas uniquement, parce que Ishii, le truc, il travaillait aussi avec ses pieds, et moi aussi, avec ses orteils. Mais globalement, la partie inférieure du corps liée au mouvement est extrêmement complexe, et la partie haute du corps, y compris langue, mâchoire, et la main, qui va permettre les gestes et la chaîne articulatoire. Voilà, il explique le front avant, il appelle, je ne me rappelle plus comment il appelle. Enfin voilà, il a un mot, et il part des poissons, et il nous montre toute cette évolution comme ça. Voilà, le champ antérieur, qui c'est passionnant. Et ça n'a quasiment pas pris une ride sur ce plan-là. Sur d'autres, ça a pris beaucoup de rides, parce que la science avance. Mais sur ce plan-là, voilà. Le geste et la parole d'André Leroi-Gourhan. Et le reste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à écrire. J'aurais bien aimé que vous puissiez revenir sur la question de l'enthousiasme. On a bien compris que si on n'était pas enthousiaste, on pouvait remballer. Mais qu'est-ce qui nourrit cet enthousiasme qui fait grandement déficit? Alors... je suis désolé, ce sera la dernière question. Ah mince. Je crois, mais là c'est une position, ce n'est pas une argumentation scientifique, même si j'ai un peu d'argumentaire scientifique, si tu veux. C'est qu'il y a, aidez-moi avec le prénom, enfin c'est un Le Breton, mais je me perds dans les prénoms, qui a écrit Le corps congédié. Si le corps est congédié, c'est trop tard. Tu ne pourras plus avoir de vraie joie, sauf si c'est la maladie qui te le congédie et que tu restes corporel dans la tête. Mais sinon, si tu abandonnes ton corps, il va toujours manquer quelque chose. Le plaisir peut se dispenser du corps. La joie, elle ne peut pas. La citrouille, chérie, reviens, t'as oublié ton pull, les jeux d'extérieur pour les gamins ou autres. Voilà. Si vous cassez leur corps, si vous incarcérez leur corps, si vous incarcérez leur sens, ça va être très, très, très difficile qu'ils trouvent de l'enthousiasme. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des coups de blues, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, et très souvent, où il faut se botter le derrière, et je suis poli, pour aller au taf. Ça ne veut pas dire que j'ai pas un trac de fou et que j'ai fait chier tout le monde là, un quart d'heure avant, etc., parce que j'en étais tout retourné, que je vais au boulot, j'ai la peur de l'autre, donc je vais vers l'autre à coups de pied dans le cul. Mais mon boulot, c'est de rassembler suffisamment d'énergie, non pas pour sourire, parce que ça ne va pas marcher. Ah oui, voilà, ce sera ma dernière intervention. Mais pour avoir assez d'énergie pour avoir envie de sourire. Le sourire de Duchesne, très important, le sourire de Duchesne. Ici, sourire commercial. C'est soumis à la stratégie et à la volonté du corps conscient. Ici,
C'est impossible de sourire si on n'a pas envie de sourire. C'est lié au corps premier, là on n'a pas le temps parce que là c'est justement c'est le bouquin. C'est lié au corps premier, c'est complètement indépendant de notre volonté. Les confinements, masques, tous les aidez-moi, les aides maternelles, les instituts de maternelle, les crèches étaient catastrophés parce que oui, mais les enfants ils vont plus voir notre visage. Les enfants ils n'en avaient rien à péter. Nous oui, mais les enfants ils n'en avaient rien à péter. Et ça a été c'est des psychoneuraux, etc. qui ont bossé. Les gamins, ils voyaient les yeux. Par contre, effectivement, tu mets des lunettes de soleil, des lunettes noires, et tu souris là, les gamins, ils ne vont pas comprendre. Mais tu caches le visage, ça leur suffit. Et les animaux, ils sont pareils, ils pigent. Bon, on termine avec ça. Voilà. Donc, c'est assez d'énergie. Mobiliser son énergie pour avoir envie de sourire, envie d'être enthousiaste. Voilà. La joie de vivre. Nous ne sauverons pas la planète, mais surtout, la planète, j'en ai pas grand-chose à péter, mais une humanité joyeuse sur une planète plus qu'habitable, mais qui permet du bonheur, ça m'intéresse. Et ça ne peut pas se faire sans de la joie de vivre. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. S'il y a des gens qui ont envie de continuer un peu dehors, on s'échappe, mais on laisse la place au suivant. Voilà.